Nkolo na ngai nalingi nayimbela yo kaka na mongongo mpe na monoko te, me kasi na maloba oyo euti na kati ya motema na ngai. Yoka motema na ngai. Ozali oyo ya ngai, ona nzela motema ye. Yo nde Nzambe na ngai, yo nde papa na ngai. Ozali oyo ya ngai, oyo nachela motema, yo nde Nzambe na ngai, yo nde papa na ngai. Mokeli na nyonso tiki ngwende na ya, omikomisi ekelamwe, olingi liwa ya soni ne kulusu, onga na bika napesa na yo napesa mokimba na ngai Nkolo Yesu yawe na lola batalelaka yo yaya bayokisa masoni te. Oza Nzambe na ngai, yo nde papa na ngai. ozali ya ngai yawe Nkolo na ngai napesa motema yawe. Maria na bayekoli bakimaki, otikalaki kaka na bablika ye, okonza bayuda na libanda ye. Yo nde Nzambe na ngai. On venait tous au travail comme des moutons là, on disait oui ça va aller tout ça. Mais il y a d'autres de mon équipe qui sont tous tombés malades parce qu'on est 2 week-ends. L'autre week-end ils sont restés qu'à 2. Ils ont dû envoyer des autres personnes pour les aider. Et nous on était restés à 4 dans l'autre week-end. Et quand arrivait la semaine, moi je pouvais recommencer à 7h30 pour finir à 20h parce qu'il n'y avait pas de personnel. Et quand le directeur a vu que ce n'était pas possible, il voyait qu'on était très fatigués, on courait de gauche à droite, les patients tombaient comme des mouches, il nous disait j'ai mal, je sens les choses bizarres, aidez-nous, ce n'était pas possible. Ils nous ont envoyé du personnel indépendant d'autres à Charleroi, à Liège, ils sont venus nous aider. Et après, on a commencé à les soigner. Vous savez, le Covid, là, c'est venu de toutes les manières. Il y en a qui ont commencé à attraper des trous. Je pouvais rentrer mon bras dans le corps de la personne. Ils ont commencé à attraper des escarres parce qu'ils ne mangeaient plus, ils ne buvaient plus. Et puis, non, elle était forte. Il y a d'autres, ils disaient comme ça que on va abandonner ce boulot parce que ce boulot, c'est pas possible. Et puis, on s'est remis. On a commencé à travailler. Notre chef à nous est tombé malade. On n'avait plus de chef. On n'avait que le médecin. C'est grâce à la prière. On arrivait dans les vestiaires. On se demandait si on allait retrouver nos enfants à la maison ou pas. Parce qu'on avait peur qu'ils attrapent le microbe. Alors, moi ça va. Maintenant ça va mieux. J'étais tout brûlé. Parce que je portais les gants et quand je me désinfectais, je mettais le détol, je mettais le désinfectant, je mettais l'alcool gel, je mettais tout. Alors je mettais de mes doigts jusqu'ici. Tout ça était brûlé. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux parce que j'ai eu une pommade à mettre. On était tous brûlés, tous. Les pieds, on jetait les chaussures comme ça pour nous désinfecter et tout ça. Et puis après, ça a commencé à aller mieux. Mais on a eu 45 patients décédés en une semaine. Parce que nous ont abandonnés. On ne savait pas quoi faire. On disait que
c'est quoi ça comme... Il y a même les patients qui me disent, Angélique, mon corps, c'est quoi ça que j'ai dans mon corps? Et je dis comme ça, je disais à une patiente, il faut prier, ça va passer. Ça va passer, il faut prier, il faut vous remettre entre les mains de Dieu. Moi, je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas. Alors, il faut prier. Et après, le directeur a dit comme ça, le directeur a dit comme dans votre service, vous n'avez plus de chef, vous n'avez plus d'infirmière. Chef, il y avait une sous-chef. Elle a craqué, elle faisait que pleurer tous les jours. Tous les jours, elle pleurait. Et moi, je venais à côté d'elle, je disais qu'il faut que tu pries. Quand tu rentres chez toi, tu t'agenouilles et tu pries. Tu remets tes mains vers le haut et tu demandes à Dieu de nous aider. Il n'y a rien que ça qui peut nous aider parce que je ne sais pas quoi faire. Parfois, je rentrais dans ma chambre, je rentrais chez moi, j'enlevais les chaussures, je les mettais dans le palier dehors. Mes vêtements, ma veste, je les jetais là, puis je courais vite à la salle de bain, me laver, me désinfecter. Et là, je commence à pleurer. Quand je commence à pleurer comme ça, les enfants frappent à la porte. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et je dis comme ça, non, ça va aller, je prie. J'intercède, mais c'est pas une prière, ça, tu pleures. Et je dis comme ça, oui. Je dis comme ça, non, ça va aller, je prie seulement. Et puis il m'a dit, maman, tu vas voir, tu es forte, tu es costaud, ça va aller, demain tu vas aller. Je dis, oui, demain je vais aller. Et le lendemain, le matin, on est parti. Nous, quand on arrive le matin, on nous prend la température. Dès qu'on nous prend la température, on a un appareil spécial. On le mettait sur le front ici, on savait voir la température de tout le monde, des infirmières, des aides-soignantes, des entretiens, tout le monde devait passer par là. Et quand on avait la température qui dépassait 37, 38, on ne te laissait pas travailler. Tu devais retourner à la maison, te reposer ou voir si c'est possible, te reposer et voir le lendemain si ça va mieux. Mais c'est par la grâce de Dieu. En tout cas, je remercie Papa Amos et Maman Ado avec les intercessions. J'étais là chez moi, parfois je courais je suis à l'appartement, mais je pouvais courir de là jusque là-bas. Même les voisins me connaissaient. Je commençais à faire de l'adoration, à louange. Et tout le temps, j'étais tout occupé, je ne dormais pas. On n'avait pas le sommeil. On pouvait travailler jusqu'à 20h, 5h, je me réveille, je dois aller travailler, je vais travailler. Mais on n'était pas fatigués. Et puis après, comme on travaille dans le domaine médical, c'est tout le monde. Il y a les musulmans, des non-chrétiens et tout. Mais ce mois de mars, avril, les musulmans, chrétiens, non-chrétiens, tout le monde était à la prière. J'ai compris directement qu'il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. En tout cas, je remercie. Mon home, ça a été sauvé. Mon home a été sauvé. On a sauvé quand même ceux qu'on pouvait sauver. Il y en a qui sont décédés, qui reposent en paix, mais Dieu nous a aidés. En tout cas, Amen. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, Maman Goufoulou. Merci. Vraiment, Dieu est un Dieu de miracles. Parce qu'en entendant maman comme ça, on se demande comment est-ce qu'elle n'a pas eu ça. Parce qu'au départ, le home n'était pas au courant que c'était ça qui était en train de tuer, en fait, les résidents. Donc, ils n'étaient pas protégés. Vraiment, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce et je bénis les Seigneurs pour la vie de maman. Et je bénis la vie de tous les personnels soignants parce que nous sommes engagés, en fait, à lutter, à travailler. On a prêté serment. C'est notre histoire à nous, c'est notre affaire à nous. Mais pendant ces pandémies, moi, je me disais toujours que mon fils, lui, il n'a pas prêté serment. Mon père, ma mère, il ne s'est pas engagé à ça. Il n'est pas infirmier, mais si moi, je ramène, c'est la culpabilité aussi qui nous rongeait. On se disait, si un enfant attrape, si les parents, la famille, à cause de nous, ils seront des victimes par nous. C'était très difficile, vraiment, je comprends l'émotion de maman et c'est Dieu qui nous a protégés, qui a protégé aussi nos proches. Amen. Hein? Maintenant, sans plus tarder, je vais appeler ici devant le premier témoin de victime de Corona. Je vais appeler la sœur Esther Mwanalodja, sous vos acclamations pour la gloire de l'Éternel. Bonsoir, maman. Bonsoir, Yaya. Amen. Alléluia, peuple de Dieu.
et bonsoir. Voilà, moi aussi, j'ai été victime de Corona. Et effectivement, je travaille aussi au milieu hospitalisé. J'ai fait la aide logistique et j'ai fait aussi l'entretien en même temps. Nous, on travaille des travails à la fois. Et depuis qu'on a commencé janvier, moi, je disais même depuis décembre, parce que ça a commencé longtemps, mais on ne savait rien. Alors, je partais toujours au travail chaque jour. Même si j'étais ici à ministère, je partais, je travaillais, je rentrais. Et on est arrivé au mois de mars, je commence à avoir mal à la tête, la fièvre, je suis tout le temps fatiguée, je n'arrive pas à manger. Donc, je n'ai pas d'appétit. J'ai vu des signes, beaucoup de signes. Et c'est mon chef, grand chef, qui m'avait dit, va faire les tests. Ça, c'est le 24 mars. J'étais là-bas parce que chez nous, moi, je travaille à la clinique Saint-Pierre-Outini. Et là-bas, ils ont fait des urgences. Urgences des personnels et urgences de tout le monde, les patients. Alors, le chef qui me dit, non, va faire les tests. J'étais là-bas, j'ai fait les tests. Ils ont dit négatif, donc je n'avais pas de coronavirus. Les médecins qui me disent, non, ça, c'est les fièvres saisonnières. C'est ça, je ne sais pas si on dit ça. On dit comme ça. J'ai dit, OK. Il m'avait donné 2 ou 3 jours. Je suis rentrée à la maison parce que j'étais tout le temps fatiguée. Et j'ai commencé, j'ai parti. Et moi, quand j'ai travaillé, nous, c'est, s'il vient avec la nourriture, la cuisine, il prépare, il vient avec nous, il nous donne. Nous, on part, on dépose chez le patient. Le patient, il mange, j'ai fini de manger, on débarrasse. Si on finit de débarrasser, en même temps, c'est moi qui vais laver la chambre des patients. Les médecins, ils font, les infirmières, les aides-soignantes. Alors, c'est nous qui vient alors terminer tout pour que demain matin, il vienne encore travailler. C'est très chaud. Et là-bas, je me retrouvais, on n'est que 3 noirs et entretien et aide logistique, comme on fait. Alors, c'est moi ils ont choisi de travailler aux urgences, aux soins intensifs. Là où vraiment il y a la mort, tu vois vraiment la mort comme ça, et moi, je travaillais au-dedans. Je passe, je vois les patients parce que les docteurs, les médecins, les infirmiers, tout le monde sait comment ça se passe aux soins intensifs. Et je vois tout comme ça. Parfois, c'est moi qui crie. Madame, quand quelqu'un commence à partir, j'écris parce qu'on connaît les noms. Parfois, j'écris Nathalie, parce qu'il a la mort qui était là. La mort, moi j'attends seulement la mort, hein, avant comme ça, Moutakou, Abeli, mais là j'ai vu la mort dans mes propres yeux. Il y a beaucoup de gens qui partaient. En même temps, là-bas à la clinique, ils ont partagé. Donc, ils ont d'abord arrêté pour faire les visites comme ils ont fait, mais ils ont mis vraiment les unités de COVID-19. Et les autres étages, c'est les patients normaux qui est des urgences. Parfois, tu as quelque chose, il faut t'opérer vite. Ils ont trié quand même, les gens, ils peuvent aller. Mais moi, ils m'avaient pris de travailler au 4-4, aux soins intensifs, là où vraiment il y a des morts, là où il y a des grandes choses là. Alors, quand on faisait ça, c'est moi, parce que je rends gloire à Dieu, parce que là-bas à la clinique, il y a ma chef d'équipe. Ma chef d'équipe, il me voit, c'est comme si c'est sa fille. Il m'aime beaucoup. Et s'il travaille, il m'appelle toujours, je travaille toujours avec elle. S'il vient avec les médecins, il connaît les infirmières. S'il vient avec quelqu'un au radio, parce qu'il regarde tout radio pour voir tout des patients. S'il vient comme ça, il finit de faire les radios, des trucs. C'est moi qui rentre avec mon chef d'équipe pour nettoyer, pour désinfecter tout, pour que quelqu'un d'autre vienne encore. Et à l'époque, mois de mars, on ne savait pas vraiment c'est COVID-19, c'est fièvre, c'est comme ça. Et si on rentrait avec les blouses jaunes là, on mettait seulement les blouses jaunes avec les masques comme ça, mais normalement, on ne pouvait pas rentrer avec les masques là. On pouvait rentrer avec les masques des canards, les masques qui protègent bien. Alors, en même temps, avant les 4 ou les 5 avril, ma chef est tombée.
ma chef d'équipe. Elle est tombée, elle ne se sent pas bien, ils ont pris la chef, elle est partie aux urgences et elle a eu Covid-19. Et le Covid-19 de ma chef d'équipe, ils ont rentré même dans les poumons. Ça, c'est la mort. Ils ont réanimé, il était hospitalisé, gloire à Dieu, parce que quand il était là, j'ai des messages que je l'écrivais. Je le disais, il s'appelle Vige. J'ai dit, ne crains pas, ça va aller. Mais elle était guérie. Elle est sortie. Voilà. Et alors après, l'autre fois, je suis allée au travail et je sens vraiment ça ne va pas. Là, avant, je commence à faire vomissement, diarrhée. Je vomis, je fais les gastro. Je vomis, je fais... Ah, je n'ai pas compris. Là, j'étais avec mes 2 enfants. Je pars au travail parce que moi, j'aime bien travailler. Je pars, j'étais vraiment fatiguée, je ne me sentais pas bien. J'ai demandé à la chef, j'ai dit non, je ne me sens pas bien. Le chef a dit non, tu peux aller se faire encore chez le médecin. J'étais là-bas avec mes vomissements, avec mes diarrhées, mal à la tête, je n'arrive pas à manger, je n'ai pas de goût. J'avais beaucoup de choses, mal à la tête. Si je rentre à la maison, si je m'assois comme ça, fatiguée pour se lever, pour avoir la force de se lever. Alors, j'étais là-bas et la chef, il me dit non, écoute, avant déjà, il nous avait demandé, il commence maintenant à faire tous les personnels, les tests. Il nous avait demandé, on a fait ça. Il dit, mais je voulais même t'appeler. Et chance parce que tu es venu toi-même, je voulais appeler votre chef pour t'envoyer parce qu'on a vu qu'avec la test qu'on a fait, tu as coronavirus. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, tu as été de coronavirus 7,84. C'est vraiment élevé. J'ai dit, oh là là, elle commence à me demander, tu travailles où? Moi, j'ai dit, non, je l'explique là où les unités que je travaille tout le temps. Elle dit, oh là là. Il dit, bon, et commence à, tu vois les blancs comme si tu as quelque chose, il commence à te maîtriser, ça va aller. J'ai dit, mais moi, j'ai que mes 2 enfants. Et mes 2 enfants qui viennent d'arriver, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Alors, il commence à me dire, non, ne crains pas, je vais te donner les tactiques, comment tu vas vivre avec tes enfants à la maison. J'ai dit, non, je vais contaminer mes enfants. Et où j'ai déjà contaminé mes enfants, qu'est-ce que je dois faire avec le corona? Je disais à ma chef, c'est moi qui renvoyais là-bas tout le temps. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, non, tu vas commencer alors, tu changes la vie de vie. Comment tu vas vivre? Tu vas commencer à vivre avec des eaux de javel, des trucs. Elle m'a donné des trucs, des techniques. J'ai été épuisée. J'étais épuisée. Je sortais, donc je vomissais. Alors, avec la stress, là, l'angoisse, je vous explique, j'ai dit maintenant, mais c'est autre chose. Je rentre à la maison, il m'avait donné tout. Elle dit, ben, tu viens avec les enfants, on va faire aussi les enfants les tests. Il m'avait donné, bon, là-bas, nous, on ne prenait pas les rendez-vous, on part comme ça. Je rentre à la maison, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, mais j'ai été à coronavirus. Les enfants, ils commencent à crier, ils commencent à prier. Ils disent, non, maman, aujourd'hui, corona, ils sont nini. Parce que quand j'ai rentré ma fille et mon fils, il m'enlève tout. Ma fille m'attendait avec les pagnes, avec les trucs devant la porte. Il commence à désinfecter tout de moi. Il dit, mais maintenant, j'étais à la maison, j'appelle maman. Moi aussi, je dis, maman a eu corona, maintenant je vais faire quoi avec mes enfants? Je commence à pleurer. Et avec le corona, même mes parents, ils ont venu après. C'est moi-même qui j'étais là avec mes 2 enfants. Mes enfants ils commencent à s'occuper de moi. Je reste dans ma chambre. Ma fille a dit, non, maman, na tu causes dans la chambre, de mon côté. Ce qui est parce que je suis tout le temps fatiguée. J'étais toujours avec mes enfants. Au téléphone, maman, moi aussi me fortifier. Ça va aller, il priait pour moi. L'autre fois, j'ai vu, je crois que c'est un dimanche, j'ai rêvé que Batimoni Liboulou, d'ici mercredi, na okota na Liboulou, na kokufa. J'ai appelé mes enfants, j'ai dit,
Je regarde comment j'ai rêvé. Ma fille a dit, non, maman, tu ne mourrais pas, tu vivrais. Chez nous, là-bas, on faisait, à la maison, avec mes enfants, on faisait les cultes. Si mon fils il prêche, c'est ma fille qui va modérer. Si ma fille qui modère, c'est mon fils qui va prêcher. J'ai des vidéos, j'ai tout. Amen. On commence à faire des prières. Amen. J'ai appelé maman, moi aussi, j'ai dit, maman, mercredi, qu'est-ce que je dois faire, maman? Je commence à pleurer avec maman. Maman, elle commence à prier pour moi. Elle dit, non, dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Toi, tu vas témoigner l'œuvre de l'Éternel. Amen. Maman, il m'appelle tout le temps. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? La parole que tu as déclarée t'a sauvée, ma sœur. Voilà. Je suis là. Combien de temps tu es restée malade à la maison avant de te sentir mieux? J'ai resté 28 jours. 28 jours à la maison. Quarantaine. Parce que j'ai fait 15 jours après, je ne me sentais pas bien. Je suis retournée aux urgences pour qu'ils vérifient bien parce que moi, je ne voulais pas commencer mon travail avec ça parce que quand je suis partie avec mes enfants, ils ont eu que mes enfants aussi, ils ont eu le coronavirus, tous les deux. Mais leurs anticorps, c'est trop fort. Ils ont rejeté le corona. Amen. Ils ont dit non, comme ils sont là, ils ne peuvent pas voir encore corona pour le moment parce que leurs anticorps, c'est trop fort. C'est ça que j'ai dit gloire à Dieu. J'ai appelé maman, j'ai dit maman, mes enfants aussi, ils ont eu, mais leurs anticorps, c'est trop fort. Ils ont rejeté le coronavirus. Donc voilà, mes bien-aimés, comme je suis là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Sans la grâce de Dieu, je ne pouvais pas voir comme ça parce que j'ai vu des traumatismes. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour la vie de maman? Acclamons le Dieu qui l'a sauvée, qui a sauvé elle et sa famille. Amen. Voilà, c'est ça, je bénis le Seigneur pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Donc, c'était notre sœur Mona Lodja de la classe M13. Amen. Et alors, sans plus tarder, pour clôturer cette deuxième partie, nous allons appeler notre dernier témoin, qui est maman Esther Kimia. Sous vos acclamations, bien-aimés. Merci, maman Esther Kimia. Avec tous mes respects, maman Esther Kimia est messagère consacrée de la promotion Jaël de Kinshasa et de la promotion Marie-Madeleine de Bruxelles. Amen. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie et elle va nous le partager maintenant pour la gloire de Dieu. Bonsoir, maman Esther. Amen. Alléluia et bonsoir. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être devant de vous. Parce que moi, je suis la rescapée du corona. Je n'aurais pas honte, aucun jour, j'aurais honte pour témoigner. Parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Moi, j'avais contracté le corona, c'était le 17. Donc, c'était le début du confinement. C'était un mardi. Le dimanche, là, on n'avait pas adoré, mais le mardi, ça a commencé à partir de 1h du matin. Je ne me sentais pas bien. Quand je me suis réveillée le matin, ça n'allait pas. Donc, il y avait des fièvres. Je fais avec une semaine, il n'y avait pas de changement. Je me suis dit, et ça, c'est quelle grippe? J'ai fait l'inhalation là. Là, on se couvre avec de l'eau chaude. Ça n'allait pas. De quoi? J'ai pris du thé chaud avec le gingembre. Ça n'allait pas. Les citrons, tout, je fais. J'ai pris les dafalgan. En tout cas, il n'y avait pas de changement. Et puis, je me suis décidée, une semaine après, moi j'ai dit comme ça ne tient pas, il n'y a pas de changement. Je suis partie avec une JCC là, qu'elle habite avec moi. On était parti ici à l'hôpital qui est tout près d'ici, Sainte-Anne. Bon, directement, on m'a conduit là, on a fait des tentes pour la COVID. On a fait tous les examens. Donc, l'examen qu'on met ici, là, au front,
et le truc là qu'on met La fibroscopie. dans le nez, et puis les scanners. On m'a fait tous les examens. Les frottis aussi. Frottis, oui, c'est ça, les frottis. C'est les frottis. Frottis, donc tout. En tout cas, quand je suis arrivée à l'hôpital, donc ça n'allait pas. Donc je dormais dans les bains. Partout, on m'envoyait pour faire les examens. Donc je dormais. Donc ça n'allait pas. J'étais essoufflée vraiment. Essoufflée. Alors, le médecin là m'a dit, quand on a fini l'examen, je fais au moins 4 heures de temps. On a fait 4 heures de temps là-bas pour faire les examens. Le docteur m'a dit, madame, tu rentres à la maison. Moi, j'ai dit, pourquoi rentrer? Parce que je suis malade. Il a insisté, il m'a dit, rentre. Alors, dans cette période, les taxis, donc, il n'y avait pas de taxis. On devait aller à pied jusqu'à la gare de l'Ouest pour prendre les trams pour arriver chez moi. Ma soeur, mon frère, je ne pouvais pas marcher. Donc, j'étais essoufflée. Essoufflée. Donc, ça n'allait pas. Il y avait des courbatures partout, j'avais mal aux os. Parce qu'on m'a dit de parler des symptômes. J'avais mal aux os, j'avais mal, les nez saignaient. Quand j'ai toussé, je voyais comme on prenait les marteaux. Amen, hein? On me frappait. Donc, ça faisait très mal. Trop mal. Donc, je vomissais, je faisais la diarrhée. Arrivé à la maison, on m'a donné la liste là de médicaments, on a acheté, je commençais à boire. Mais ça n'allait toujours pas, il n'y avait pas de changement. Donc ça, c'était maintenant le 10e jour. Le téléphone a sonné, on m'a dit, l'hôpital a dit que, madame, vous avez le corona. Moi, j'ai dit, donc je souffre du corona, c'est que je vois à la télévision, donc moi, je souffre. Donc il y avait la peur en moi, vraiment la peur. La maladie a augmenté aussi la dose. Parce que je voyais que la mort, parce qu'on attendait que 100 morts, 50 morts par jour, moi j'ai dit, non, je suis dans la liste là. J'ai appelé maman Mado. Maman Mado m'a dit, Esther, enlève cette peur-là, maman Esther. Tu vas guérir. C'est toujours comme ça. Amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, mais ça va se passer. Amen. Elle m'a calmée. C'est que le médicament là que je prenais, en tout cas, il n'y avait pas de changement. Alors, maman a appelé le docteur Bobby, que Dieu vous bénisse, abondamment. Amen. Je manque même les mots. Donc, docteur Elikia, oui. Je manque les mots. Merci beaucoup. Avec maman Cox, donc, maman Kassongo, donc, elle me suivait à tout moment. À tout moment. Elle voulait savoir l'évolution, quoi, mon état. Elle a écrit maintenant l'antibiotique. L'antibiotique, elle avait écrit avant, prescrit avant. En tout cas, le garçon là de la JC est sorti à la maison et il a cherché partout, il n'y en avait pas. J'ai compris que c'est ce que les gens boivent maintenant, donc Yango les a quittés. Après, pardon? Oui. On a rappelé à maman Bobby parce que je ne pouvais même les téléphones. C'était difficile. J'ai appelé le docteur Bobby. Elikia, le docteur Elikia, elle a écrit augmenter l'antibiotique. J'ai commencé à prendre ça. Et maintenant, je commençais à voir le changement. Amen. Là, c'était le 13e jour, je pense. Le changement, un peu. Donc, j'avais pas d'appétit. C'est pour cela que j'ai amené le cahier parce que j'ai écrit tous les symptômes. Amen. On y va. Amen. Hein? Donc, la fièvre, comme la fièvre de la grippe là, la forte toux. Amen. Hein? Amen. Il y avait la forte toux, il y avait des courbatures, il y avait des fatigues. Des vertiges, Kolobaku Touté. Si je me lève, pour s'élever même pour aller à la toilette, c'est tout un problème. Amen. Parce qu'il y avait des vertiges, j'ai touché au mur pour aller aux toilettes. Et puis, manque d'appétit. Je ne pouvais pas manger. Mais tu bois les médicaments, les antibiotiques, tu dois manger. Je ne pouvais pas manger. Il y avait la diarrhée, il y avait l'essoufflement. Donc, pour monter aux escaliers, c'était tout un problème. Les nez qui coulaient. Donc, c'est ça, c'était les symptômes. Donc, c'était vraiment difficile, la fatigue et tout là. Mais, par son amour, après 2 semaines ou 3 semaines,
Un jour, je me suis réveillée. Je suis descendue au lit, il y avait pris des vertiges. Amen. Mais quand Dieu fait, hein, Amen, 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 amen. quand Dieu fait, c'est comme un rêve. Mais je n'ai pas touché au mur. Je n'ai pas rampé. Parfois, je rampais pour aller aux toilettes. Amen. Mais je n'ai pas rampé. Mais qu'est-ce qui se passe? Gloire Donc, à Jésus. je suis guérie. Amen. Mais, je suis guérie, donc, mais la toux continuait. Il y avait la toux vraiment qui a persisté, en tout cas pendant au moins 1 mois et 1 semaine. Hein, je buvais, donc j'avais utilisé, donc, j'avais fini au moins 4 bouteilles ou 5 bouteilles de toux. Des sirops. Des sirops là, 4 bouteilles, oui, des sirops, 4 ou 5 bouteilles. Après, et puis ça commençait à partir, et puis c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Je ne tousse même pas. Bon, j'ai commencé à faire descendre pour aller faire la gymnastique au parc, hein, parce que je ne marchais pas. Donc moi, la maladie a vraiment été finie 1 mois et 1 semaine ou 2 semaines. Là, la maladie était partie. En tout cas, c'était difficile. On attend que Covid, mais c'est difficile. Donc, c'est 10 fois la malaria. Donc, tu ne comprends pas. Tu as des courbatures partout, donc tu ne sais pas. Mais je souffre de quoi, tu ne comprends pas. Et puis, tu ne sais pas manger. Donc, j'avais perdu beaucoup. Mais Dieu m'a restauré. Donc, j'ai repris. Vous voyez, donc je suis comme ma mère Esther que vous connaissez. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, la leçon... Maintenant, quand j'étais malade, il y avait mes JCC, les JCC là, les deux, ils mettaient toujours à l'air masse pour me servir. Bien aimé, avoir quelqu'un à la maison, c'est bien. Et si j'étais seule, j'allais faire quoi? Amen, hein? Parce que tout le monde avait peur de venir chez les gens. Mais que Dieu le bénisse là où ils sont vraiment. Nzamba Pambola Bango. Bon, comme leçon, en tout cas, comme leçon, comme on ne venait pas à la prière, comme quand j'étais malade, je ne pouvais même pas prier. Je ne pouvais pas prier. Donc, si tu commences à prier là, tout aussi. Pour moi, c'est donc rivalité. Donc, je priais maintenant dans le cœur. Je disais seulement à Dieu, souviens-toi de moi. Et puis, Dieu s'est souvenu. Amen. Amen. C'est lui qui soulage ses enfants au lit de l'hôpital. Amen. J'avais le somme là, 91, toujours au lit. Amen. Hein? Le somme 91 était là. Donc, j'étais là, je disais seulement, Dieu, souviens-toi de moi. Bien aimé, quand nous venons ici dans la prière, chaque jour, nos va-et-vient là, quand nous venons, nous s'aimons. Il y aura un temps que tu ne pourras même pas parler. Ces prières, ce sont des stocks. Moi, je vis ça dans ma vie, bien aimé. Parce qu'on a grandi, moi j'ai 59 ans, on a des petits bobos. Amen, hein? Tension, hypertension, donc les choses sont là, Isalie. Amen, hein? Mais Dieu a combattu pour moi. Amen. Amen. Malgré les symptômes là, Amen. Amen. Dieu a combattu. Amen. Donc moi-même, je suis étonnée. Si je vois que je suis en vie, non, je suis étonnée parce que ces jours-là, quand j'étais alitée, j'étais fortement malade, j'ai fait le téléphone comme ça, j'ai vu la maman Rite là, la consacrée qui était morte. Moi, j'ai dit, Seigneur. Donc j'avais eu encore peur, mais Dieu par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, je suis guérie. À chaque fois qu'on va me demander de témoigner, je serai toujours là. Parce que je suis vivante parmi les vivants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie l'équipe médicale. Amen. Je remercie les noyaux pour leur soutien pendant la maladie, pour leur intercession. Je remercie tous les amis, tous les gens de ma classe. Amen. Qui m'appelaient. Comme j'avais dit la fois passée, je savais que Boye Baki. Yango Bozaya Kobenga. Amen. Hein? Vous êtes des héros à l'ombre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu bénisse les couples à mon sein. Amen. 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 Pour leur suivi. Ils m'ont suivi. Amen. Amen. Ils me donnaient toujours la foi, bien aimé. Tu peux perdre la foi. Donc, la foi même peut partir. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi seulement moi? Moi, j'étais seul. Et puis, ces jours-là, j'étais venue à l'intercession le mardi. On a prié la nuit. Moi, maman Noé, maman Milka. Amen. Hein? Alors, arrivé à la maison, ils m'ont déposé. La maladie a commencé les mêmes nuits. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, j'étais partie pour intercéder pour le ministère. Mais comment est-ce que je suis malade? Tu peux perdre ta foi. Mais
Dieu était là pour me soutenir, pour te dire que c'est le preuve. Amen. Nous avons l'élection de preuve à Sika. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Esther. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur bien-aimé. N'acclamez pas avec timidité, parce qu'on pouvait bien perdre notre maman, qui allait préparer pour nous le dimanche bien-aimé, hein, qui allait nous conduire dans des chaînes de prière. Dieu l'a maintenue en vie pour toi, parce qu'elle doit encore t'apporter quelque chose. Elle doit encore te conduire quelque part. Dieu veut encore l'utiliser pour toi. Acclame le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de nos sœurs. Vraiment, c'est un grand témoignage. Comme maman Esther qui m'a dit, je suis étonnée. Eh bien, c'est comme ça. On est tous étonnés de cette grâce que nous avons reçue, vraiment de la part de l'Éternel, par sa protection et par sa guérison. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la 3e étape. Amen. Nous allons passer à la 3e étape qui sera l'exposé. On a entendu nos témoins, on a entendu les expériences des personnels soignants et les expériences de malades. Maintenant, on va entrer un peu dans la science et on va essayer un peu de comprendre tout par les experts. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Parce qu'on est prêt maintenant à les écouter. Donc, comme j'avais dit que nous avons l'honneur de recevoir 3 médecins au devant de nous ce soir. On va commencer par le docteur Augustin Tamboué, lui qui est expert en santé publique. Et il va commencer, lui, par nous parler du Covid. Il va commencer par parler de l'histoire du Covid et de son évolution jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Docteur Augustin, à vous la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 2e séance de Parlons Santé. Vous vous souviendrez qu'on était encore ensemble l'année passée et aujourd'hui on revient encore pour un autre thème. Comprenez qu'on change directement. Là, on est dans un débat plus scientifique. Les témoignages que vous avez, les remerciements de papa, Amon sur les autres, vous allez le faire à l'adoration comme d'habitude. Mais ici, on est dans des échanges plus scientifiques. Donc, on sera là pour éclaircir. Donc, je vais dire, on va faire une mise au point par rapport à tout ce qu'on a appris, par rapport à tout ce qu'on entend. Je vais d'abord dire par rapport à certaines choses, si il y a ceux qui ont des masques, vérifiez bien votre masque, notamment ces masques chirurgicaux. Il y a une bande métallique en haut. C'est là que vous devez mettre sur votre nez, sinon ça va toujours tomber. Donc pour ceux qui ont difficile, vérifiez que c'est en haut et essayez de pincer au milieu ici pour prendre un peu la forme de votre nez. Ça va vous permettre de bien respirer aussi. Mais on va après revenir sur ça pour dire comment bien porter les masques, donc tout ça est prévu. Alors, les bons accords font de bons amis. Nous avons prévu ce moment d'échange, nous avons prévu 2 heures de temps. Bon, je vais dire, on a déjà commencé. C'est pour vous permettre d'enlever un peu les masques parce que parfois ça étouffe. Et tout le monde n'est pas habitué, et nous-mêmes aussi. Donc, on a enlevé nos masques, c'est parce qu'on est sur une bonne distance. C'est pourquoi on se permet d'enlever les masques. Donc, chez vous, ça ne marche pas parce que c'est un peu trop proche. Alors, pour commencer, nous allons définir quelques termes. Vous comprendrez qu'avec Covid, même les gens qui n'ont pas été à l'école, ils ont appris beaucoup de termes scientifiques. Beaucoup de mots aussi, de termes médicaux qu'on utilise à tort et à travers. Mais on va profiter ensemble pour essayer de répondre à certaines questions. On va essayer d'être assez bref, sans trop prendre beaucoup de temps, parce que vous avez aussi pas mal d'informations. On ne va pas vous étouffer ou ajouter encore des informations. Mais ce qui est important à signaler est qu'il y a beaucoup d'idées reçues, en fait. Il y a des informations qu'on a ramassées par-ci, par-là, dans les réseaux sociaux ou racontées par les gens qui étaient malades ou autres. Et tout ça, quand ça passe ou qu'on a suivi à la télé, à force de les écouter, ça traumatise aussi. Bon, c'est pourquoi on a préféré être là dans ces cadres d'échange qu'on va essayer, nous allons vraiment essayer de répondre à certaines questions ou bien de faire des explications d'une manière assez claire. Alors, avant de continuer, je vais demander à Magasongo de prendre le micro. On va donner 3 personnes. Ils vont juste nous dire, en venant ici, à cette séance, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez de nous?
On veut juste avoir une idée, comme ça on sait qu'on veut répondre vraiment à vos attentes. Vous avez 1 minute en 2 mots, donc je vais prendre 4 personnes pour... Comme ça on a 2 papas et 2 mamans, donc juste, celui qui veut, il peut dire en venant ici, moi, je m'attendais à ça et à ça. Comme ça, on veut vraiment répondre et savoir si ce que nous allons faire a rencontré aussi vos attentes. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En venant ici, je voudrais comprendre un peu comment vivre pratiquement après cette maladie. Merci. D'autres personnes, je pense qu'en venant ici, on n'est pas venu juste pour nous regarder. Donc, il y a des attentes qui sont là. Maman Mado a été très, très brève et très précise. Quelqu'un d'autre peut parler. Oui. Pour ce qui me concerne, je suis venu avec des attentes au sujet du vaccin. Parce que on nous parle beaucoup du vaccin, on nous dit qu'il y aura un vaccin. Qu'est-ce qui nous rassure qu'il y aura un vaccin? Parce qu'il y a des maladies qui, jusqu'à aujourd'hui, demeurent sans vaccin. Mais on nous dit qu'il y aura un vaccin qui pourra nous aider à mettre fin à cette situation. Je voudrais savoir votre opinion là-dessus. Merci. OK. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'aimerais bien savoir... Oui, ok. Premièrement, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu ce que c'est exactement asymptomatique, quelqu'un qui est asymptomatique. Et puis, la personne qui a contracté le Covid-19, quelle est sa vie après le Covid-19? Quand je regarde Maman Esther, ça donne le courage. Et il y a d'autres, comme hier, j'ai lu quelque part, il y en a qui gardent des symptômes. Il y a la toux, il y a les douleurs à la poitrine. Et donc les séquelles que ces personnes gardent. Alors, j'aimerais bien encore savoir le mode. On connaît bien déjà les modes de contamination. On nous a demandé la distanciation, on a demandé beaucoup de choses, on le fait. Est-ce qu'à part ce qu'on nous a déjà dit, il y a d'autres modes de contamination? J'avais aussi une autre question, mais je me suis... oui, on peut attendre... OK. Oui, Papa Ézéchiel. Merci. Bonjour à tout le monde. Voilà, moi, j'aimerais savoir, parce que dans les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé du vaccin en disant « ne prenez pas le vaccin, ne vous faites pas vacciner parce qu'on cherche à vous tuer ». Qu'en est-il exactement? Voilà, on va gagner le temps. Nous allons commencer par donner les explications. Donc, dans nos présentations, nous allons ramasser quelques questions, on va les répondre. Bon, là où vous n'allez pas trouver la réponse à votre question, à la fin, vous allez devoir profiter pour poser la question. Si on n'a pas le temps d'épuiser toutes les questions, même après ici, on pourra toujours se voir pour essayer de répondre. Mais on va essayer vraiment de faire une présentation assez globale pour répondre à cette question. Alors, la maladie a commencé comme une surprise pour tout le monde. On parle de pandémie, on parle d'épidémie, on parle de beaucoup de choses, mais c'est qu'on doit savoir que dans l'histoire de l'humanité, il a existé des grandes épidémies. Ce n'est pas la première.
comme qui dirait la punition de Dieu ou ceci ou cela, c'est une histoire qui a déjà existé dans le temps. Alors, avant de parler de ces grandes épidémies que je vais essayer juste de citer en passant, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais épingler quelques-unes, il faut d'abord savoir une épidémie, c'est quoi? Alors, en termes simples, une épidémie, ça correspond juste au développement et la propagation rapide d'une maladie, le plus souvent d'origine infectieuse. Donc, nous allons essayer d'utiliser des mots assez simples pour essayer de vous expliquer. Alors là, on est en train de parler d'une maladie qui est infectieuse et on parle aujourd'hui de pandémie. La différence entre les deux, c'est quoi? Alors lorsqu'on parle de l'épidémie, on se limite à une région. Donc c'est vraiment localisé. Donc nous avons un problème à Bruxelles. Ce problème-là n'est pas en France. Ce problème peut être à Bruxelles, mais il peut être à Saint-Josse ou à Schaerbeek. C'est localisé. C'est quand ça touche un grand nombre de personnes, ça devient une épidémie parce que ça arrive à une fréquence non habituelle. Alors là, nous sommes dans une épidémie qu'on va définir d'origine infectieuse. Et quand on parle de la pandémie, c'est-à-dire ça va au-delà des frontières. Ça va aller au niveau d'un continent et ça peut toucher le monde entier. Donc c'est le cas aujourd'hui, étant donné que la COVID-19 est dans tous les 5 continents, on parle maintenant d'une pandémie. Et ce n'est pas une personne qui se lève et dire aujourd'hui, non, il y a une pandémie, il y a une épidémie, mais il y a les autorités de santé, il y a l'OMS qui est habilité à faire une telle déclaration. Donc ce n'est pas le Congo qui va se lever et dire, nous avons l'épidémie, ils peuvent alerter, mais il n'y a qu'aujourd'hui, en termes de hiérarchie ou d'organisation, il n'y a que l'OMS ou l'Organisation mondiale de la santé qui peut faire une telle déclaration. Mais tout le monde peut signaler des cas qui peuvent survenir par-ci, par-là. Donc, comme ici chez nous, si on peut constater des choses qui arrivent, qui sont étranges, on peut les signaler. Mais nous ne pouvons pas déclarer ces choses pour dire il y a telle chose parce que nous n'avons pas l'autorisation pour cela. Je pense que là, on est d'accord. Alors, en termes de grandes épidémies, je vais juste dire que les épidémies et les pandémies, je combine les deux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ça a toujours existé et ça a consumé les nations depuis beaucoup de temps. L'exemple le plus simple, c'est avec le choléra. Il faut noter qu'avec ça, ça a commencé déjà en 1832 en France, parce que maintenant on pense que c'est des histoires qui existent dans le pays en voie de développement, mais en France, déjà en 1832, ils ont connu les problèmes de choléra et c'était à Paris. Et à ce moment-là, ça fait 1800 morts. Non, 18 000 morts. Et tout ça pour dire, bon, simple choléra que tout le monde peut imaginer aujourd'hui parce qu'on a éradiqué, mais ça existait. Et dans le monde, pour la même maladie, entre 2010 et 2012, c'est récemment, il y a eu entre 100 et 120 000 morts de cette maladie. Donc il y a des choses qu'on ignore, mais ailleurs, c'est le quotidien. Il y a eu la fièvre typhoïde, ou la salmonellose, qui a encore ravagé le monde. Jusqu'en 2010, on a compté plus de 20 millions de cas, avec plus de 200 000 morts. Alors, pour ce qui concerne la pandémie aujourd'hui, parce qu'on parle de coronavirus, dans le passé, il y a eu de maladies qui étaient aussi proches du coronavirus. C'est le cas, par exemple, qu'on a parlé des grippes espagnoles. Lors de la Première Guerre mondiale, ça a touché plus de 80 millions de personnes. Pour dire, nous ne sommes pas les premiers à connaître ce genre de choses. Donc, on peut se tranquilliser et dire, on peut affronter. Parce que nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu le virus des grippes. Donc, on a encore parlé des grippes très récemment. Donc, comme vous savez, ça existe. Alors, aujourd'hui, tout le monde parle de coronavirus. Covid. Finalement, Covid, c'est quoi? Il y a une définition pour ça. Alors, en termes de coronavirus, parce que tout le monde en parle, je vais dire, il n'existe pas un seul coronavirus. Il y a beaucoup. C'est toute une famille. C'est toute une famille de virus qu'on appelle coronavirus. Oui. Alors, ces virus, ils peuvent être pathogènes. Je vais arriver après pour dire le virus, c'est quoi. Ils peuvent être pathogènes, donc ils peuvent être chez l'homme et chez l'animal.
Et chez l'homme, plusieurs coronavirus peuvent s'associer pour attaquer une seule personne. C'est comme ça que vous allez entendre dire que non, en Chine, il y a telle souche, ici en Belgique, il y a telle souche, et finalement on dit, mais le coronavirus, là, comment il se multiplie? Mais c'est l'association de plusieurs souches qui constitue une famille, comme nous aussi, nous sommes en famille. Les virus aussi ont leur famille. Et ces familles-là, s'ils peuvent attaquer la même personne, ils vont vous attaquer. Alors, Covid-19. Pourquoi 19? Alors, Covid, c'est l'abréviation de CO, c'est Corona. Pourquoi Corona? C'est parce que vous verrez un peu partout dans l'image, c'est comme une sorte de couronne, en fait. C'est ça la forme. Alors, V, c'est virus. D, c'est disease, c'est en anglais. C'est pour dire maladie. 19, c'est année 2019. C'est pour dire c'est une nouvelle découverte, un nouveau virus qu'on ne connaissait pas avant, qu'on a découvert en 2019 et l'OMS a décidé de trouver un seul mot et on a appelé ça Covid-19. Donc, c'est un peu ça. Et vous trouverez à ce moment-là, il y a ceux qui parlent la Covid-19, les Covid-19, l'article s'ajoute un peu partout. En convention, on a dit qu'on va parler de la Covid-19 parce qu'il s'agit d'une épidémie ou d'une maladie. Mais celui qui va dire aussi le Covid-19, il n'aura pas tort parce que c'est un virus. Mais c'est ça le problème avec le français parce que le mot vient quand même de l'anglais. Chez les Anglais, les problèmes d'articles, là, il n'y a pas, ça passe facilement. Alors, virus, on va distinguer de bactéries, ce n'est pas vraiment le temps de faire tout ça. On va juste dire que c'est vraiment une petite particule qui est microscopique. Tu ne peux pas voir ça comme ça. Même au niveau des microscopes, il y a des microscopes qui sont vraiment adaptés pour arriver à voir bien cette petite particule. Je vais dire, on peut appeler en termes simples, germe, mais qui est pathogène, donc qui est à l'origine d'une maladie. L'histoire de coronavirus, donc ça a commencé depuis le mois de novembre, donc le 17 novembre de l'année passée, où il y a eu les premiers malades, et c'était en Chine, qui a commencé à développer des signes. Le malade avait la fièvre, il avait la toux, et c'était un malade de 55 ans. Bon, personne ne savait à ce moment-là que ça consistait à ça. On a commencé à avoir cette maladie qui s'est rapprochée à d'autres signes ou à d'autres maladies qui existaient. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce qu'on appelle le SARS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. C'est aussi causé par un type de coronavirus qui a existé. Il y a ce qu'on appelle le MERS, donc c'est le coronavirus du Moyen-Orient. On a commencé à dire, voilà, il y a des signes qui se rapprochent. Mais dans l'entretemps, la maladie a commencé, la contamination a commencé. Ça a commencé, ce n'est que vers décembre qu'on a commencé à faire les premières déclarations quand on a trouvé qu'il y a eu maintenant plus de 60 cas. Et à ce moment-là, il y a déjà la maladie qui a été propagée. Même la Chine, pour ceux qui suivent beaucoup d'informations, on dit que la Chine a caché la maladie. Tout simplement, scientifiquement, où chacun a ses raisons, c'est pour dire qu'il n'y avait pas une définition claire par rapport à cette nouvelle maladie. Donc, on essayait de les gérer à différents niveaux, juste pour dire que c'est une maladie qui a surpris tout le monde, même les grands scientifiques. Et qui est aussi récent pour dire, jusqu'aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a quand même des tâtonnements. Il n'y a pas beaucoup de précision parce que la maladie est vraiment nouvelle. Alors, l'origine, on dit que ça serait une zoonose. Une zoonose, c'est quoi? C'est une maladie d'origine animale. Pourquoi? Parce que les autres maladies proches du coronavirus étaient d'origine animale. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on parle des pangolins qui seraient à l'origine, mais les études scientifiques continuent pour arriver à préciser cela. C'est pourquoi on attend la littérature scientifique pour éclairer. Alors, la transmission, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie qui se transmet de l'homme à l'homme. Donc, c'est interhumain. Donc, on va l'expliquer avec les collègues comment cela va se faire. Et ça fait qu'avec ces contacts, la maladie augmente rapidement. Il y a plus de multiplication
Et beaucoup de personnes peuvent être atteintes dans peu de temps. C'est ce qui différencie avec la grippe. Donc, c'est en termes de personnes qui peuvent être atteintes en même temps. Donc, après, on va essayer de parler un peu plus pour tout ce qui est la symptomatologie. Bon, Maman Esther a énuméré déjà tout ce qu'elle pouvait avoir, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas jusque-là spécifiques et on continue à découvrir. Donc, on va essayer de vous présenter le plus classique. Alors, la situation actuelle dans le monde. Nous avons suivi des présentations. Jusqu'il y a 2 jours, il y a plus de, je veux dire au niveau du monde, il y a plus de 9 330 000 cas confirmés dans le monde. En termes de décès, nous sommes à environ 480 000 décès dans le monde. La bonne nouvelle est qu'il y a quand même les gens qui guérissent. Donc, pour les gens les cas qui sont guéris, il y a plus de 4 500 000. Donc, il y a les gens qui sont quand même guéris de la maladie. Et du jour au jour, il y a de nouveaux cas. Jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'on parle, aux États-Unis, par exemple, il y a eu 40 000 qu'on a testé positifs. Ça reste beaucoup pour dire la maladie n'est pas partie. Il est toujours avec nous, mais ça spécule un peu, ça revient, ça part, mais la maladie est là. Alors, en termes de continent, l'Europe, ici où nous sommes, ça reste le continent le plus touché. Donc, avec plus de 190 000 cas, 190 000 décès en général. Et puis, c'est suivi des USA et Canada, et puis il y a l'Amérique latine, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique. L'Afrique est touchée, il y a actuellement 330 000 cas, mais avec environ 8 600 décès. On va dire, tant mieux, il y a très peu de cas, mais on va revoir après qu'est-ce qui serait à l'origine. Parce qu'il y a très peu de cas, je vais quand même essayer de répondre ça directement. C'est parce que le dépistage, on dépiste très peu aussi. Donc il y a des cas qui sont là, qu'on ignore, mais ce n'est pas pour dire qu'en Afrique, il n'y a pas de maladie. J'ai cité ces différents continents juste pour dire que c'est une maladie mondiale. Donc il n'y a pas un seul continent qui est épargné. Alors, pour le pays les plus touchés, c'est-à-dire là où il y a jusqu'à aujourd'hui beaucoup de décès, il y a en moyenne, donc minimum 30 000. Donc là où il y a beaucoup, c'est aux États-Unis, suivi du Brésil, suivi du Royaume-Uni, Italie, France. Si on peut te limiter juste à 5. Alors, il y a maintenant le pays le plus touché d'une manière qui sont durement touchés. Là où il y a un grand nombre de décès, c'est notamment la Belgique. Mais on va dire, mais en Belgique, il n'y a que 9 000, on n'est même pas à 10 000, aux États-Unis, disons à 50, mais comment expliquer? On calcule ceci, maintenant c'est sur base scientifique, en termes de 100 000 habitants. Donc, sur 100 000 habitants, la Belgique a 84. Ça reste très élevé par rapport au nombre de décès, par rapport à la superficie du pays. Donc, c'est encore, ça peut être justifié, ça peut encore faire sujet d'un débat, mais on va juste dire, nous qui sommes en Belgique, la maladie est là, ce n'est pas le nombre de 9 000 qui va nous distraire, mais c'est le pays qui est vraiment touché par ces problèmes. Alors, je vais juste préciser que ces chiffres sont vraiment importants, comme on peut l'entendre, mais il faut être conscient que ces chiffres sont sous-estimés. Ils sont beaucoup sous-estimés. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il y a le taux de dépistage qui est faible. Il y a certains pays qui dépistent, d'autres ne dépistent pas. Étant donné que nous tous ici, je peux dire que nous sommes à risque. Et parmi nous, il y a ceux qui vont développer la maladie. Ils vont développer les symptômes. On a posé la question asymptomatique ou quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui a les signes de maladie.
On peut avoir la même maladie, certains auraient des symptômes, d'autres n'auront pas de symptômes. Et ces symptômes sont des gravités différentes. Il y a ceux qui seront très malades, il y a ceux qui ne seront pas malades. Parmi ceux-là qui sont malades, il y a ceux-là qui vont dire « je vais à l'hôpital, je vais voir le médecin ». Et certains vont dire « non, reste à la maison, on va encore observer ». Ou on va dire « non, nous allons prier et ça va passer ». Effectivement, ça peut passer ou ça peut s'aggraver, bon, ce n'est pas ça le problème. Alors, parmi ceux-là qui vont aller à l'hôpital, ils vont aller voir le médecin. Le médecin aussi va décider de dire ça, rentre à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ça. Vous allez à l'hôpital, vous voulez qu'on puisse vous tester, on dit rentrez à la maison. Et certains seront testés. Parmi ceux-là qui seront testés, donc pour que vous compreniez que le nombre est en train de diminuer, parmi ceux-là qui seront testés, en termes de gravité, on va dire le laboratoire va confirmer ou on dit ne faites pas un examen de laboratoire. Et chaque pays a adopté sa façon de faire le dépistage ou de faire des déclarations. C'est comme ça que vous trouverez par exemple en Chine, là où ça a commencé, mais le nombre est très très limité par rapport à d'autres pays. Donc chaque pays a adopté une façon de communiquer. Il y a ceux qui essayent de faire plus de dépistage, qui font beaucoup de tests, d'autres ne font pas beaucoup de tests. Mais tout cela, il faut noter que par rapport aux chiffres qu'on donne actuels, ces chiffres peuvent même être multipliés par 10, même dans certains pays, même par 100. Donc, il y a beaucoup de cas par rapport à ça. Donc, ça, c'est un peu ce qu'il faut noter, mais je vais quand même dire, comme je l'ai expliqué, qu'il y a beaucoup de cas qui sont là. Les collègues vont me compléter, mais il faut noter qu'environ 80% des personnes guérissent sans pour avoir été traitées, sans traitement quelconque de la maladie. Alors, les personnes âgées, donc en termes de l'âge, et les personnes qui présentent beaucoup d'autres problèmes de santé sont les personnes qui sont plus à risque d'avoir des signes de gravité de la maladie ou d'avoir vraiment des complications. C'est ainsi que les études récentes qui ont été menées en Europe et en Afrique, ils ont montré que donc l'âge, ça reste un problème important et les risques de mortalité restent élevés en cas de la combinaison âge et d'autres maladies qui existent déjà, donc des maladies chroniques. C'est ainsi, par exemple, on a dit dans la mortalité qu'on a trouvée, 13%, c'était des gens qui avaient déjà l'hypertension, par exemple. 5%, les gens qui avaient le diabète. D'autres personnes avaient des maladies cardiovasculaires. D'autres encore avaient des maladies respiratoires. Mais jusque-là, il y a encore 48% de ça où on ne sait même pas l'origine de certaines maladies. Donc, les gens qui ont eu la maladie pour la première fois, sans avoir d'autres problèmes. Donc, ça, c'est d'une manière générale, pour ce qui concerne un peu l'historique de la maladie et un peu situer, nous sommes dans quoi? Ou qu'est-ce qui est devant nous? Je vais laisser ma collègue continuer. Elle va parler plus de la chaîne, tout ce qui est problème de transmission ou propagation. Et puis, nous allons continuer. Donc, merci. Merci beaucoup, Dr Augustin. Pendant ce temps, on désinfecte le micro. Vraiment, merci pour ces informations. Comprenez que pour une bonne hygiène, on doit vraiment faire ça. Maintenant, pour une meilleure compréhension, pour une cohérence en fait dans la chronologie de cet exposé, on va passer la parole à Dr Deborah, qui elle va parler en fait de mode de transmission. Puis Dr Elikia va reprendre, puis ça sera encore Dr Deborah. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Donc, je vais encore parler, donc Dr Augustin avait déjà embrayé sur ça, donc le mode de transmission de la maladie. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une transmission qu'on appelle interhumaine, donc c'est d'une personne à une autre. Et, le mode principal, c'est par les voies respiratoires, donc avec un contact rapproché, donc soit par la toux, hein, donc quelqu'un qui tousse, qui éternue, va éjecter des gouttelettes. Et avec un contact rapproché, c'est ça le mode de transmission de cette maladie.
Donc, ça, c'est aussi pour dire, je parlerai de ça aussi après, l'usage aussi du masque quand on n'a pas une distance, la distance, comme ils appellent la distance sociale, c'est-à-dire d'au moins 1,50 m. Quand on est dans une plus petite distance, ce risque-là est là, même en parlant. Hein, même en parlant. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont cette question-là déjà, j'y réponds par rapport au fait où on entend que est-ce qu'on peut être contaminé par l'alimentation. Oui, par exemple, quand on va dans les supermarchés, quelqu'un qui est infecté, qui touche à ces aliments-là, ah oui, ces aliments-là sont contaminés. Donc c'est pour ça, voilà, quand on dit qu'on prend les fruits, bon, logiquement, enfin même ce qu'on prend comme aliments, on doit les nettoyer quand on rentre chez nous. Aussi, ce que je voulais aussi souligner, c'est que le virus est sensible, en fait, donc dans ce qu'on dit, que ce virus est quand même sensible à une certaine température. Donc c'est pour ça que, entre autres, pour les masques en tissu, on demande de les laver au moins à 60 degrés, parce qu'à partir de 60 degrés, il y a une destruction de ce virus. Donc voilà, ça c'est le mode de transmission. Voilà, puis je vais passer la parole à Dr Elika et puis je vais revenir. Merci beaucoup. Docteur Elika, à son tour, elle va nous parler des symptômes. Et de la situation dans le monde aussi, ainsi que des signes cliniques quand même. Pour ajouter ce que Dr Augustin a déjà entamé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, j'ai été bien introduite par la sœur Gloria. Donc moi, je vais vous parler des symptômes. Donc il faut d'abord savoir au fait la période d'incubation. Donc au fait, il y a un délai entre quand on a l'infection et quand on va développer les symptômes. Ce délai-là peut être de 5 à 7 jours, voire de 14 jours. Donc on peut présenter les symptômes 14 jours après avoir fait cette infection. Donc au niveau des symptômes, il faut savoir que c'est très variable d'une personne à l'autre, au fait. Donc il y a des personnes qui sont vraiment asymptomatiques. Donc ça veut dire quoi asymptomatique? Ça veut dire que cliniquement, ils n'ont pas de plainte. Ils n'ont aucune plainte clinique, mais ils sont quand même infectés et le virus se réplique au fait. Le virus est produit constamment par eux aussi, donc ils sont potentiellement contagieux aussi, mais ils n'ont pas de symptômes au fait. Donc ça, c'est la partie asymptomatique. Et on a des personnes qui présentent les symptômes, ça veut dire qu'ils ont des signes de maladie. Donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Ça peut être vraiment très léger. Donc on a par exemple des symptômes donc, comme un rhume au fait, comme un rhume simplement, le nez qui coule, un peu mal à la tête, ou on peut avoir des symptômes un peu plus sérieux. Mais c'est très variable d'une personne à l'autre et c'est parfois pas prévisible au fait. Au niveau, donc, on dit souvent qu'il y a 3 points centraux au fait, qui permettent de nous orienter, mais qui ne sont pas spécifiques au fait de l'infection en soi, parce que ça pourrait être aussi une simple grippe au fait. Et ces symptômes, c'est quoi? C'est donc la fièvre, c'est la toux et la fatigue. Donc maman Esther avait vraiment bien, donc elle a brassé, je pense que ma feuille ici, je peux déjà l'enlever parce qu'elle a dit la plupart au fait des symptômes. Donc c'est vrai, donc c'est vraiment des symptômes qui s'apparentent au fait à la grippe. Mais ce qui est un peu différent par rapport à la grippe, c'est vrai que la grippe, on peut vraiment être très, pour les gens qui sont très symptomatiques, hein, on peut être très amoché. Mais là, au fait, beaucoup de gens disent que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, au fait. Ils sentent que ça passe pas, au fait. Et les symptômes peuvent durer vraiment longtemps. Donc ça peut être 14 jours, mais parfois ça peut être même plus long parce que c'est les séquelles, au fait, de l'infection qu'ils ont fait, au fait. Hein. Donc quels sont les autres symptômes qu'on peut avoir? Il suffit de prendre de la tête jusqu'aux pieds. Donc par exemple, on peut avoir des céphalées, donc des maux de tête. On peut avoir des signes de conjonctivite, donc les yeux qui coulent. Donc on appelle ça un hyperlarmoiement. On a le nez qui coule, le nez qui est bouché. Tout ça, c'est des symptômes qui sont évocateurs dans un contexte, comme le docteur Augustin avait dit, d'épidémie et de pandémie. Donc on va fonctionner par probabilité. Donc ces symptômes-là ne sont pas spécifiques, ils ne sont pas
ils ne veulent pas dire qu'à 100% vous avez le Covid, mais ça nous oriente en tout cas. Les autres plaintes qu'on peut avoir, c'est des maux de gorge. On peut avoir aussi donc de la toux. La toux, c'est vraiment quelque chose une toux qui peut être vraiment très gênante, qui ne passe pas malgré le sirop qu'on prend. Et donc du coup, cette toux va occasionner, au fait, à force de tousser, on va avoir mal aux côtes, au fait. Donc c'est des douleurs costales, au fait, associées. C'est pas vraiment des douleurs internes, mais c'est des douleurs costales associées à la toux. Mais on peut aussi avoir des douleurs thoraciques, ça veut dire donc des douleurs, au fait, à la poitrine. Mais c'est souvent aussi associé, au fait, à la toux. Et puis, on a aussi des symptômes, au fait, qui sont aussi de type digestif, comme si vous avez une gastro-entérite, au fait. Donc, vous avez vomissements, nausées, diarrhée. Il y a beaucoup de gens, en fait, aussi qui ont pensé avoir fait le Covid. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la perte de l'odorat ou la perte du goût. Ça peut vraiment durer beaucoup plus longtemps. Même après, quand il n'y a plus d'autres symptômes, la perte d'odorat peut rester encore un certain temps. Donc ça, c'est plus ou moins en fait les symptômes qu'on peut avoir. Mais il y a des cas aussi qui sont beaucoup plus graves, parce que même quand vous avez l'infection au Covid-19, vous avez parfois, vous imaginez, il y a une inflammation en fait. C'est comme une sorte de tonnerre, de tourbillon qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc parfois, quand ça s'emballe, ça peut complètement, on va dire, exploser. Et donc, ça va entraîner le fait que vous avez une inflammation qui ne peut plus être contrôlée. Et donc là, vous avez des symptômes encore plus importants. On a ce qu'on appelle, au fait, une difficulté respiratoire, voire des détresses respiratoires. Donc, vous n'arrivez plus à respirer par vous-même parce que vos poumons sont atteints. Et donc, on doit faire appel, au fait, à une assistance respiratoire parce que vous êtes incapable de respirer par vous-même, au fait. Et donc, ça, c'est une cause qui peut amener le décès. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres causes de décès. Ce serait quoi? Ce serait ce qu'on appelle, au fait, une défaillance multi-organique. Ça veut dire, vous imaginez, la plupart de vos organes vitaux vous lâchent, au fait. Et donc, c'est ça qui fait que beaucoup de gens décèdent. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'admissions, au fait, aux soins intensifs pour des problèmes, au fait, de défaillance multi-organique. Donc, vos organes qui vous lâchent, la plupart de vos organes vitaux vous lâchent. Et au niveau respiratoire, vous n'arrivez plus à respirer par vous-même et donc vous avez besoin d'une assistance respiratoire, raison pour laquelle, au fait, on vous amène aux soins intensifs. Donc ça, je pense que j'ai brassé les symptômes. Donc maman Esther l'avait bien dit, donc essoufflement, ça fait partie des symptômes aussi. Donc les gens se plaignent de fatigue, essoufflement, tout très gênant, au fait. Donc ça, c'était pour les symptômes. Donc je vais directement aussi passer au fait au diagnostic. Donc comment on fait le diagnostic? Donc là je renvoie encore à nouveau au témoignage de maman Esther. Donc pour le diagnostic, on va faire au fait un frottis nasopharyngé. Donc c'est quoi un frottis nasopharyngé? Donc vous imaginez que vous avez une sorte de coton-tige, mais un long coton-tige au fait, qu'on va vous faire passer au travers de la narine et on va aller au fond pour pouvoir frotter. C'est pour ça qu'on dit frottis. Donc on tourne le coton-tige pour pouvoir essayer d'avoir un prélèvement où on pourrait récupérer, au fait, des indices, au fait, du virus, au fait. Et donc ce frottis nasopharyngé, on va envoyer, au fait, au prélèvement, on va faire des techniques de détection du virus, donc on appelle, au fait, qu'on appelle le PCR, donc qui va aider, au fait, à détecter le gène du virus. Donc souvent, ils disent que ça prend 6 à 12 heures, mais en pratique, c'est souvent après 3 jours qu'on sait si le patient est positif ou négatif. Ça, c'est vraiment la technique qui est standardisée. Mais il y a des patients, en fait, qui sont revenus négatifs alors qu'ils avaient le Covid. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que si la technique n'est pas bien faite, imaginez qu'on n'a pas frotté assez bien, on peut imaginer que c'est négatif, mais si on a une suspicion clinique, on peut quand même considérer ces patients-là comme Covid. Mais je vais vous expliquer aussi d'autres éléments pour pouvoir le mettre en évidence. Mais simplement aussi, la technique en elle-même est imparfaite. Si vous imaginez chaque étape de la détection, on peut imaginer qu'il n'y a jamais de technique qui est 100% parfaite. Donc, malgré tout, c'est quelque chose qui nous aide, mais ce n'est pas à 100% qu'on détecte tous les patients qui sont Covid-19, au fait. Donc, on utilise, au fait, le frottis nasopharyngé, mais on utilise aussi le scanner thoracique. Donc souvent, en fait, quand c'était vraiment la période de crise, on le faisait quasi systématiquement pour tous les patients.
tous les patients qui rentraient à l'hôpital avaient un scanner thoracique. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Tous les patients qui sont hospitalisés, tous un scanner thoracique. Pourquoi ils ont adopté cette attitude-là? Parce qu'ils se sont rendus compte que malgré que parfois le frottis qu'on faisait était négatif, le scanner montrait des images qui étaient très suggestives du Covid. Donc on voit des sortes d'images blanches, des sortes de taches blanches avec un aspect un peu flou qui nous orientent. Ce n'est pas à 100% fiable, mais ça nous oriente vraiment bien. C'est un peu plus difficile chez d'autres patients, par exemple les patients qui sont cardiaques, qui peuvent avoir de l'eau dans les poumons. Alors là, c'est plus compliqué de faire le diagnostic. Mais souvent, en combinant la technique du frottis nasopharyngé et le scanner, ça nous oriente beaucoup pour le diagnostic, en fait. Donc c'est pour ça que maman Esther, elle expliquait, enfin je ne sais pas si elle a expliqué, mais elle avait eu aussi un scanner thoracique dans ce contexte-là. Donc ça, c'est les deux éléments, en fait, pour faire le diagnostic. Alors après, je vais passer la parole au fait à ma sœur pour ce qui concerne au fait le traitement. Je peux commencer en tout cas à parler d'une partie du traitement et puis elle va embrayer. Ça va. Donc par rapport au traitement, donc comme j'ai dit au fait au niveau les traitements, il faut imaginer les symptômes au fait et puis ça vous donne une bonne idée du traitement. Donc il y a des gens qui sont asymptomatiques, donc là on va faire l'abstention, donc on ne va pas spécialement traiter. Donc il y a des gens qui sont des symptômes légers, donc on va faire un traitement symptomatique, ça veut dire on traite les symptômes. J'ai mal à la tête, je vais donner des antidouleurs. J'ai de la fièvre, je vais donner des antipyrétiques. C'est ça le traitement symptomatique. Et c'est ce qu'on applique pour la plupart des gens parce qu'on n'a pas vraiment de traitement en tant que ça, en tant que tel pour le Covid-19. Donc, en dehors de ça, il y avait eu un moment, c'était très, très à la mode pour les cas un peu plus sérieux. On avait parlé de l'hydroxychloroquine, qu'on appelle le Plaquenil, qui est utilisé aussi chez des patients qui ont d'autres maladies, comme le lupus. Donc, on avait parlé du Plaquenil, mais jusqu'à présent, ça reste encore assez controversé. Donc, toutes les études ne vont pas dans le même sens. Donc, on était très chaud au départ pour le Plaquenil, donc l'hydroxychloroquine, mais on l'utilise de moins en moins parce qu'il y a eu beaucoup de controverses. Et puis, c'est pas, le Plaquenil en soi, c'est pas un bonbon parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Les patients qui ont des problèmes cardiaques, parce que ça entraîne des arythmies, donc vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Il y a un patient comme ça, au fait, je ne sais pas si c'est ça qu'il a fait, mais donc il avait le Covid-19, on lui a donné du Plaquenil et je ne sais pas, 2 ou 3 jours après, il avait pris sa valise et il voulait partir et il est juste tombé au fait dans le plein couloir, il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Donc le tout, c'est que voilà, même par rapport à l'hydroxychloroquine, il y a des paramètres qu'il faut vérifier avant de le prescrire et même quand on le prescrit, il faut surveiller le patient. Parce que des patients qui développent des troubles du rythme cardiaque, voire des arrêts cardiaques à cause du Plaquenil. Sans compter aussi que chez les patients qui ont des problèmes hématologiques, c'est à déconseiller parce que ça entraîne aussi le Plaquenil, donc l'hydroxychloroquine, ça peut entraîner au fait une dépression de la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, elle produit les cellules sanguines. Donc vous pouvez imaginer, c'est comme si votre capital de cellules sanguines, donc globules rouges, globules blancs, plaquettes, tout est réduit au fait à 0 à cause du Plaquenil. Donc c'est grave parce que les globules blancs vous aident à combattre l'infection. Donc voilà, ça il faut rester prudent. Et donc il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'experts, beaucoup de professeurs qui ont émis leur veto par rapport au fait à l'hydroxychloroquine. C'est pour ça que peut-être que maintenant vous voyez qu'on n'en parle plus autant qu'avant. Et alors un autre traitement qui est très à la mode, c'est la dexaméthasone qui est le seul traitement qui a montré une certaine efficacité par rapport à l'infection à Covid-19, mais qui n'est pas utilisé chez tout le monde. C'est chez les personnes qui ont une insuffisance respiratoire et qui sont aux soins intensifs. Donc le but, c'est simplement de réduire la mortalité. Donc ce n'est pas chez tout le monde qu'on emploie ça. Donc jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de traitement de l'infection à Covid-19. Voilà. Et puis à part ça, il y a d'autres traitements qu'on fait, c'est plutôt supportifs, donc hospitalisation, admission aux soins intensifs. Le patient n'arrive pas à respirer de lui-même, on lui met un tube, on le connecte à une machine pour l'aider à respirer, on lui donne de l'oxygène. Donc voilà, il y a beaucoup de patients. Vous entendez aussi qu'on dit souvent qu'il y a certains patients, on a l'impression que malgré qu'ils ont fait l'infection à Covid, on a l'impression que le Covid est encore derrière eux, mais c'est parce qu'il y a des patients qui avaient déjà des problèmes respiratoires avant, et donc ça n'a fait qu'aggraver leurs problèmes respiratoires. Donc par exemple, quelqu'un qui est asthmatique ou qui a une bronchite chronique, qui sent que ce n'est pas comme d'habitude, ça peut être
des éléments qui nous orientent vers peut-être qu'il a fait une infection à Covid. Donc voilà, ça c'est plus ou moins en tout cas ce que je voulais vous faire part pour aujourd'hui. Donc je vais passer la main au docteur Déborah. Merci beaucoup, docteur Elika. Maintenant, docteur Déborah va parler de la prise en charge. Elle va prendre la suite et on passera à la dernière étape. Normalement, cette dernière étape va consister à ce qu'on puisse répondre aux questions qui nous ont été transmises en ligne par les membres de la communauté. Et on prendra aussi quelques questions ici dans l'Assemblée, maximum 4 si possible. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je vais parler de la deuxième partie de la prise en charge, donc la prévention. Et dans la prévention, je crois que tout le monde est au courant des gestes barrières. Et donc parmi ces gestes barrières, donc en fait dans les mesures de prévention, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter d'attraper la maladie. Et dans les gestes barrières, il y a le lavage des mains. Donc, soit on peut se laver les mains avec l'eau et le savon, c'est ce qu'on conseille. Bon, on peut utiliser aussi les solutions hydroalcooliques. On peut utiliser ça, par exemple, quand on est à l'extérieur, mais sinon, un bon lavage de mains avec du savon, c'est suffisant. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de combien de temps il faut pour un bon lavage des mains.